Dans cette vidéo, on va parler des titrages conductimétriques et on va expliquer les courbes, l'allure des courbes pour 3 titrages différents. Donc j'ai tout résumé sur un même schéma et j'ai pris 3 exemples différents en adoptant un code couleur qui est différent. Alors le premier titrage conductimétrique, ça va être le titrage en vert des molécules d'acide éthanoïque dans le vinaigre par de la soude, une solution d'hydroxyde de sodium. On va chercher à expliquer pourquoi la conductivité augmente un petit peu au départ et pourquoi est-ce qu'elle augmente très fortement après l'équivalence. Donc avant l'équivalence, ça augmente très peu et après l'équivalence, forte augmentation. Donc on a bien une rupture de pente et le point d'intersection va me donner le volume à l'équivalence. Donc dans cette vidéo, le but est uniquement d'expliquer l'allure de ces courbes. Pour expliquer l'allure de ces courbes, étant donné qu'on parle de la conductivité, on doit faire un recensement des ions. Alors quels sont les ions qui sont présents pour ce premier titrage? Des ions Na+, présents dans la burette, des ions HO-, qui vont être versés par la burette, et des ions CH3CO-, des ions éthanoates, qui vont arriver quand les molécules d'acide éthanoïque vont réagir avec ce qu'on verse avec la burette, c'est-à-dire avec les HO-. Vous avez un produit qui est ici. Je ne prends pas l'eau puisque c'est une molécule, ça ne conduit pas le courant, et je ne prends pas l'acide éthanoïque qui est aussi une molécule qui ne conduit pas le courant. Alors, quelle est l'évolution de ces ions? Alors ici, j'ai mis les évolutions juste à côté. Donc quand je n'ai pas de parenthèse comme ici, c'est avant l'équivalence, et dans les parenthèses, c'est après l'équivalence. Même chose, donc ici, pas de HO-, ça augmente après l'équivalence, ça augmente avant l'équivalence, ça reste constant après l'équivalence. Et en noir, j'ai indiqué les valeurs des conductivités molaires ioniques en millisiemens mètre carré mol-1. Donc avant l'équivalence, au départ, quand on n'a rien fait, on a uniquement des molécules d'acide éthanoïque. Alors on a quand même une petite conductivité parce qu'il y a de l'autoprotolyse de l'eau. Donc en fait, on a des traces, quelques H3O+, et quelques HO- qui sont présents en solution. Ensuite, donc, on ne commence pas à zéro. Ensuite, quand je vais verser les Na+, et les HO-, les Na+, vont s'accumuler dans le milieu et ne vont pas réagir. Donc leur concentration va augmenter avant l'équivalence. Les HO-, quant à eux, quand on va les verser, ils vont réagir sur les molécules d'acide éthanoïque. Donc les HO-, ils vont réagir tout de suite, ils ne seront pas présents dans le bécher avant l'équivalence. Ensuite, pour les CH3CO-, étant donné que c'est un produit, quand on va verser les HO- sur l'acide éthanoïque, des CH3CO- en vertu de cette équation vont être produits. Donc leur concentration augmente. Donc il est logique que l'on ait des Na+, avec une conductivité molaire ionique faible et des CH3CO- avec une conductivité ionique faible aussi. Eh bien, on a deux éléments qui vont faire monter tout doucement la conductivité. Alors évidemment, on pourrait écrire la loi de Colroche en disant que la conductivité avant, c'est le lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus le lambda de CH3CO- fois la concentration de CH3CO-. Après l'équivalence, eh bien, nous n'avons plus de molécules d'acide éthanoïque. Donc les HO- vont s'accumuler dans le bécher. On va continuer à verser des Na+, donc la concentration des Na+, va continuer à augmenter. Les HO- qui sont versés ne trouvent plus d'acide éthanoïque pour réagir, donc la concentration des ions HO- va augmenter. Et enfin, étant donné que la réaction ne se fait plus, eh bien, nous n'avons plus de CH3CO- en plus. Donc on a encore ici une augmentation et une augmentation, mais c'est le fait que la conductivité molaire ionique des ions HO- est très grande par rapport aux autres ions, et bien c'est ça qui implique qu'on a une forte augmentation, une rupture de pente après l'équivalence. Alors maintenant on va passer en bleu au cas du D-stop, qui est une solution qui contient des ions hydroxyde HO-, et on va doser ça par de l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. L'équation de la réaction, H3O+, plus HO- donne 2H2O. Quels sont les ions? Des ions Cl-, H3O+, et HO-. Alors au niveau des ions Cl-, donc avant l'équivalence, quand je verse, les Cl- ne réagissent pas. Donc leur concentration va augmenter. Au niveau des H3O+, quand je les verse, eh bien, ils réagissent avec des HO-. Donc je n'ai pas d'H3O+. Avant l'équivalence, eh bien, mes HO- qui vont rencontrer des H3O+, eh bien, le stock va diminuer au fur et à mesure. Donc on a une diminution. Donc ici, on a une augmentation de la concentration des Cl-, mais on a une diminution des HO-. Et comme les HO- conduisent
beaucoup plus le courant que les Cl-, d'après les valeurs de conductivité molaire ionique, et bien quand on va appliquer la loi de Colroche, on va avoir une conductivité qui va descendre. Après l'équivalence, il n'y a plus de HO-. Par contre, quand on va verser Cl- et H3O+, eh bien les deux vont s'accumuler sans réagir dans le bécher. Et la forte augmentation après l'équivalence est surtout due aux ions H3O+, qui ont une très grande conductivité molaire ionique. Et enfin, pour le dernier titrage, qui est une réaction de précipitation, c'est par exemple le cas du lait qui contient des ions Cl-. Eh bien, on peut titrer ça par une solution de nitrate d'argent. Les ions argent vont réagir avec les ions chlorure du lait pour donner une molécule, le chlorure d'argent, qui est un solide. Donc ici, la liste des ions, les ions nitrate, les ions argent, les ions chlorure. Donc comme tout à l'heure, regardons ce qui se passe avant l'équivalence. Avant l'équivalence, les NO3- sont versés et ils n'interviennent pas dans l'équation, donc ils ne vont pas réagir et leur concentration va augmenter. Les ions Cl-, eh bien, ce sont les ions qui sont dosés, donc c'est le réactif titré, donc leur concentration diminue. Et pour les Ag+, eh bien, quand on les verse, ils réagissent avec des Cl-, donc ils ne vont pas s'accumuler du tout dans le milieu, on n'en a pas. Donc on a une augmentation des NO3- et une diminution des Cl-. Donc là on pourrait se dire, j'ai deux effets inverses, comment savoir que ça va diminuer? Eh bien en fait, à chaque fois que l'on va verser du nitrate d'argent, une solution de nitrate d'argent, eh bien un Cl- va disparaître à cause de Ag+, et il va être remplacé par un NO3-. Donc en fait, les NO3- remplacent les Cl-, et comme les NO3- ont une conductivité qui est plus faible que les Cl-, c'est ça qui explique la diminution avant l'équivalence. Après l'équivalence, nous n'avons plus de Cl-, puisqu'ils ont tous été consommés. C'est le réactif titré. Ensuite, je vais continuer à verser ma solution. Les NO3- continuent à s'accumuler et les Ag+, qui ne rencontrent plus de Cl-, vont s'accumuler aussi, donc ça va augmenter. On a donc deux effets après l'équivalence qui permettent de faire monter la conductivité molaire ionique de la solution qui est dans le bécher. Donc, en listant les ions qui sont présents avant et après l'équivalence, en réfléchissant pour savoir si leur concentration va monter ou descendre, en faisant bien attention aux valeurs de conductivité molaire ionique, en appliquant la loi de Colroche et en gardant à l'esprit que dès que les HO- et les H3O+ vont être impliqués quelque part, c'est là qu'on va avoir des brusques variations. Donc vous allez pouvoir interpréter avec ce genre de raisonnement l'allure des droites quand vous avez un titrage conductimétrique.